ma souveraineté, mon indépendance, voire ma capacité à gouverner, à gérer mes propres ressources, pose un problème à notre coopération, alors que cesse ici et maintenant cette coopération. C'est dans cette dynamique que s'inscrivent plusieurs pays africains qui ont décidé de réécrire l'histoire de ce continent. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à vous, à votre émission C'est Afrique. Aujourd'hui, nous serons en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, et nous parlerons de cet entretien entre la France et le Sénégal qui nous dira la suite, bien évidemment, des relations entre ces deux pays. Avec moi sur ce plateau pour décrypter ces trois sujets, nous avons M. Nelson Congo qui est juste à ma droite. M. Congo, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour M. Pafarnam, bonjour à toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs de LCA. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes analyste communication responsable. Nous aurons véritablement besoin de votre expertise parce que nous allons parler de communication dans cette émission. Juste à ma gauche, nous avons M. Ouedraogo Sibiri Ismaël. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour M. Pafarnam. Bonjour à tout le monde. Bonne émission. Je souligne que vous êtes analyste politique. Voilà, et nous aurons également besoin de vos analyses très pointues pour ce qui sera des sujets que nous allons également traiter. M. Talissouf également, bonjour à vous et bienvenue à cette Afrique. Bonjour M. Pafarnam et merci bien à vous et bonjour aux très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je souligne également que vous êtes analyste société culture. Avec mes trois chroniqueurs, nous allons ensemble passer au peigne fin ces trois sujets qui ont cours actuellement sur ce continent. Depuis l'incident de tir à la roquette survenu le mercredi 12 juin aux alentours de la radiodiffusion-télévision du Burkina Faso, non loin du palais présidentiel de Koulouba, des allégations et déclarations de tout genre faisaient état de la disparition du chef de l'État devenu même introuvable pour certains médias. Contre toute attente, avant de présider le Conseil des ministres de ce jeudi 20 juin, le président du Faso a tenu à rendre une visite dans la matinée au personnel de la RTB. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention et nous revenons sur ce plateau pour le décryptage. Souvent, on a l'habitude de dire un certain nombre de termes, les gens disent de ne pas le dire. Mais la réalité est là, en fait. Voilà, il y a des apatrides, il y a des ennemis de la nation. Et il y a un discours de Sankara que je vois que vous avez fait passer la dernière fois que je suivais. C'est d'actualité, c'est comme si nous sommes aujourd'hui et qu'il est en train de parler, en fait. Voilà, c'est ça la réalité. Il n'en est absolument rien. Nous sommes là et chacun devrait faire attention ce jour-là. L'incident s'est passé pendant qu'on était en conseil. Et si les gens avaient fui, est-ce qu'après le conseil, il y aurait eu un point de presse? Il y a eu point de presse, non? Mais comme ils ont l'habitude de mentir, comme ils respirent, ils essaient d'embobiner les gens. Ces individus-là, il ne faut pas les écouter. Hein. Ils veulent distraire les gens. C'est rien d'important. Nous, on ne fuit pas. Jamais. Nous sommes soldats et ça, c'est la dernière des choses qui vient en tête. On ne recule pas, on n'abandonne pas. Et on ne s'agenouille devant personne, à part nos parents et Dieu. Donc ça, c'est notre mentalité comme ça. Ils ont raconté tout ce qu'ils veulent et on les regardait. Justement à cause de ça qu'on n'est pas venu très tôt. Il fallait les laisser alimenter leurs mensonges. Et c'est ce que je disais, peut-être qu'ils allaient venir dire que le directeur a été kidnappé et sa femme même qui croyait peut-être à leur ineptie, allait regarder que mais là je vois maintenant qu'ils mentent. Ils ont la haine en eux. Ils sont constipés intellectuellement. Et c'est ça qui fait qu'ils sont obligés de mentir. Parce que sûrement qu'ils ont pris, ils ont un pacte avec les impérialistes et ils sont obligés de travailler pour les faire croire. C'est des escrocs en fait. Sinon nous on est là. On continue de travailler, on est avec vous chaque matin, on passe. Voilà. Mais on ne voulait pas venir pour les laisser continuer jusqu'à aller se noyer eux-mêmes. Et je pense qu'ils se sont bien noyés maintenant. Toute l'Afrique a compris que ce sont des apatrides, ce sont des ennemis de la nation. Voilà. Sinon, il n'en est absolument rien. Nous sommes là, on travaille. Merci, chers chroniqueurs. Nous venons de suivre cet élément. Déjà, avant d'entrer dans, on va dire, dans les grands axes de ce sujet, comment vous avez vécu ces quelques jours de rumeurs, de troubles dans le pays? On va commencer avec M. Tal. D'accord.
Alors, il faut dire que le silence a parlé de lui-même, parce que personnellement, j'étais très inquiet. Je n'arrivais véritablement pas à comprendre la situation. Je me suis posé 1001 questions, parce que oui, je me suis dit que si cela a bien pu tomber, on va dire dans la cour de la RTB, alors que l'incident a eu lieu, on va dire, à Koulouba, donc à la présidence, vous convenez avec moi que mon inquiétude ne pouvait être que grande. Alors je suis resté vraiment très sceptique, mais dans l'espoir que nos gouvernants communiquent. C'est vrai que cette communication également, je l'ai trouvée un peu tardive, mais dans son explication, je comprends que oui, il y avait peut-être cette leçon-là à laisser entendre. Et je pense également que le chef de l'État s'est fait fort de nous faire comprendre quelque chose. Mais mine de rien, c'était quand même inquiétant. Inquiétant. Merci. Monsieur Ouedraogo, oui. Comment vous avez vécu ces quelques jours de troubles, de rumeurs surtout? Il faut vraiment être honnête, en toute honnêteté, pour un Burkinabé qui voit ce Burkina dans un avenir vraiment porteur, pour ne pas dire qui souhaiterait que le Burkina sorte de ce bourbier, cet incident, honnêtement, m'a personnellement affecté. Ça, je vous le dis honnêtement. Parce que j'ai fait plus de 4 jours, je n'arrivais pas à comprendre. Et puis, je dirais même que pour celui-là réellement qui se préoccupait de l'avenir du Burkina Faso, ces 8 jours ou ces 4 jours d'absence-là, franchement, ça a mis les gens dans une situation d'incertitude ajoutée à ce que nous avons connu comme ce qu'on appelle fake news là. Oui. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus qui disait la vérité. Oui. Donc, pour dire que c'était pas facile à supporter. La peur était là. La peur était là. La peur était là. Oui. Pour celui-là qui vraiment voyait la lutte et celui-là qui était vraiment engagé dans cette lutte-là, ne souhaiterait même pas que quelque chose arrivait. Voilà, que quelque chose arrive en tout cas. Et donc, ça nous a mis dans un état... Honnêtement, c'était pas facile à supporter. C'était pas facile à supporter. Non, c'était pas facile. Ça, je le dis honnêtement. Ok. Ouais. Monsieur Congo, même sentiment? Oui, à peu près le même sentiment. Et pour quiconque citoyen et patriote qui se pose des questions sur le niveau de la marche de notre pays et qui subitement appris cette nouvelle, je peux vous dire que ne peut qu'être profondément affecté. Et c'est mon cas. Et je crois que pour tout le Burkinabé, en général, ce fut une semaine de psychose et d'interrogation. J'avoue que pendant pratiquement tous les 5 ou 6 jours qui ont séparé le jour de la crise et le retour du président du Faso, on n'a pas été productif. Et on ne savait pas d'où venait l'information. Et vraiment, l'information principale était la denrée qui nous a beaucoup manqué. Alors, M. Congo, on va rester avec vous. Malgré tous ces moments de doute, d'incertitude, de questionnement, légitime d'ailleurs, alors, comment avez-vous trouvé la communication gouvernementale et celle dite de crise dans ce moment où, on va dire, le gouvernement a véritablement fait preuve de sang-froid, avec beaucoup de tact? Véritablement, la situation était gérée. Comment avez-vous trouvé la communication gouvernementale dans ce laps de temps-là? Et si vous parlez de communication de crise, ça suppose qu'il existait une cellule de crise. Et si ce qui s'est passé comme stratégie de communication est le fruit, pour ne pas dire le produit du travail de cette cellule de crise, bon, c'est peut-être que vous m'invitez à analyser. Voilà. Et
ce qui a été arrêté comme stratégie. Bien évidemment, parce qu'on est dans cette logique, parce qu'avec l'incident du 12 juin dernier, véritablement, il y a eu un silence radio. Tout à fait, M. Passanam. Au point où on s'est posé la question, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il y a véritablement une cellule de crise? Et si cellule de crise il y a, comment avez-vous trouvé ce silence-là? Comment vous expliquez ce silence-là? Bon, ce silence, c'est une technique de gestion hein, de crise qu'on peut appeler la technique par le silence. Ok. Et c'est utilisé par des dirigeants hein, dans le monde entier. Bon, maintenant, c'est de voir est-ce que cette méthode qui a été adoptée pour le cas burkinabé, surtout par rapport au contexte, est convenable. Convenable. Voilà. Et là, j'avoue qu'en tant que spécialiste qui conseille les gens en situation de crise, c'est pour ce cas de crise-là, le silence, pour ma part, je dis bien pour ma part, était à déconseiller. À déconseiller. Voilà. Était à déconseiller. Pourquoi? Parce que le terrain qui est laissé vide a été rempli. A été rempli. A été rempli par qui? A été rempli par, pas son vis-à-vis, par les opposants. Les opposants qui viennent de tous bords. Et effectivement, quand on adopte cette stratégie, son avantage, c'est de permettre aux premiers responsables d'avoir ce qu'on appelle la maîtrise de la narration. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens disent de moi? De part et d'autre. Voilà, de part et d'autre. Le chef de l'État l'a dit. Voilà, ça me permet de capter, comme ce qu'il a dit dans son, oui, il l'a dit. Dans son mot, dans son intervention. Dans son pitch au niveau de la TNB. Et ça permet aussi de se refaire une bonne image au retour. Oui. Bon, maintenant, nous sommes dans un environnement actuel où il y a les réseaux sociaux, pour ne pas dire les nouvelles, ce n'est plus des nouvelles, les techniques de l'information et de la communication sont de nature à propager l'information d'un temps, en un temps record. Voilà, donc il y a ce risque-là de ne pas pouvoir revenir réparer totalement. C'est-à-dire rattraper. Voilà, de rattraper ce qu'on a perdu. Et donc, une certaine perte de confiance peut rester toujours en bulle. Dans les esprits. Voilà, dans les esprits. Et je crois que vous avez tous vu quand nous on échangeait sur notre plateforme, il y a une dame qui a dit qu'elle allait dans un salon et le temps d'avoir sa prestation, c'est pas dans un salon, c'était en consultation. Voilà, le temps d'avoir sa prestation, ce qu'elle a entendu, voilà, dans ce petit espace-là, l'avait complètement assommé. Et que la personne ne s'était pas encore réveillée. Voilà, donc il faut essayer d'imaginer. Il faut bien regarder les circonstances avant d'adopter les stratégies. Voilà, les stratégies. Monsieur Congo, on va vous revenir tout à l'heure. Merci. Monsieur Ouedraogo, alors, en pareille situation tout à l'heure, dans le décryptage de monsieur Congo, le silence radio n'était pas de mise. Oui, tout à fait, parce que ça produit plus d'inconvénients que d'avantages. Ça, il faut le dire honnêtement, parce que je vous assure, le jour que j'ai vu la note sur la plateforme en disant que non, il y a conseil de ministre, en fait, j'ai exprimé un pouf de soulagement. J'ai dit enfin. Et le jour que j'ai compris, j'ai vu le président du Faso en train de communiquer, j'ai dit mais finalement, en réalité, il a sa stratégie de guerre. Lui, c'est un militaire. Mais comment vous jugez, on va dire, cette communication gouvernementale? Non, parce que le gouvernement, vous savez, quand l'incident s'est passé, je crois bien qu'il y a une équipe qui s'est rendue sur les lieux pour essayer de donner des explications. Dès les premières minutes. Mais ce qui a envie, pour ne pas dire, ce qui nous a réellement perturbé, c'est le silence après du président du Faso. Les gens ont eu le temps de raconter tout ce qu'ils voulaient. Et ce qui me dérange dans tout ça,
Ça veut dire que vous n'avez pas vu des gens qui se sont mis sur une plateforme quelconque ou une communication quelconque pour dire non, où est notre leader? Voilà, finalement, il est où? Personne. Et je me dis que le président, effectivement, comme lui, c'est un militaire, et ils ont une certaine maîtrise interne de soi, qui, malheureusement, nous autres, nous ne pouvons pas comprendre. Vous avez vu, quand il est revenu maintenant pour dire non, en réalité, c'était une stratégie. Mais cette stratégie-là, comment nous avons vécu? Mais il n'y a pas quelqu'un, honnêtement, sérieux, je parle de Burkinabé sérieux, qui n'a pas tremblé, qui n'a pas eu un peu la fousse, qui n'a pas eu ne serait-ce que la peur dans le ventre. Alors, M. Ouedraogo, on va vous revenir tout à l'heure. M. Tal, tout à l'heure, M. Congo a dit que lorsqu'on ne communique pas, on laisse la place vide. Oui. Et là, forcément, les fake news et également d'autres fausses informations auront forcément pignon sur rue. Et ici, cette communication gouvernementale, retard, bonne stratégie, mauvaise stratégie, comment vous l'avez trouvée? Ben déjà, comme je vous l'ai dit, hein, quelque chose qui m'a fait stresser, quelque chose qui m'a mis hors d'état, ne peut être bonne pour moi. Parce que c'est bien que vous posez la question dans la généralité, parce que c'est un silence gouvernemental que nous avons observé. Je pense que c'est le 7e jour de la situation que même l'état-major s'est prononcé. Tout ça nous a laissé à croire que, à se questionner. C'est vrai, ils ont dit qu'ils sont dans une stratégie de communication de guerre. Je dirais que ça a été le premier texte, mais ce texte-là, nous l'avons vécu difficilement. Et en plus de tout ça, le silence intégral du chef de l'État, même sa sortie pendant la prière de l'Aïd el-Kébir, oui, personnellement m'a laissé très perplexe. Au point où je ne vous dirai pas ce que je me suis imaginé, mais vous pourrez comprendre que j'ai même trouvé le chef de l'État à cette prière-là sous contrainte. Donc tout ça pour dire que oui, nous n'étions pas habitués à cette manière de communiquer. Maintenant, si ça part dans le sens de nous éduquer à cela, on dira oui, on va apprendre de celle-là. Mais... D'accord, allez-y. Non, allez-y, vous pouvez continuer. Juste, alors, on va apprendre, sinon on a appris de celle-là. Mais si elle était véritablement à encourager ou pas, vraiment, moi, je ne l'encourage pas. Voilà, je ne l'encourage pas parce que, oui, ça laisse à plein d'imagination. Oui. Et ça laisse le terrain vraiment à ceux-là qui créent de la communication contre la gestion, on va dire, actuelle. Et tout ça n'est pas chose à encourager parce que, dit-on qu'à 80%, le peuple est analphabète. Il faut en tenir compte. Alors, M. Tal, on va vous revenir tout à l'heure dans la suite de l'émission. Maintenant, à ce niveau, M. Congo, alors, pour la toute première sortie du chef de l'État après ces incidents, le cadre de la RTB, était-ce vraiment le cadre propice pour faire cette toute première sortie après ces moments de troubles, de psychose, où il y a véritablement eu toutes les allégations possibles autour de sa présence? Bon, je crois que le lieu choisi ou bien encore, est-ce là encore une autre stratégie? Et voilà, parce que nous sommes dans un contexte véritablement, voilà, on va dire tactique, avec beaucoup véritablement de paramètres. Dans la gestion de crise en matière de communication, je crois qu'il y a un auteur, je ne sais pas si c'est Patrick Lagadec ou bien c'est Patrick Libar, qui sont des spécialistes en la matière. Il y a un qui a dit que gérer une crise, c'est gérer des émotions. Voilà. Et là, pourquoi il est allé à la RTB? Parce que la RTB a été la victime directe de cette crise. Il y a eu détonation, l'arme a été orientée directement sur la RTB et il y a eu des dégâts publics comme des dégâts privés, des dégâts physiques comme des dégâts matériels. Bon, moi je pense qu'à ce niveau,
la communication de crise a respecté son principe. Aller gérer vraiment ses émotions. Remobiliser. Voilà, remobiliser. Et du point de vue communication aussi, le choix du lieu de la RTV n'est pas neutre. Ça pouvait se passer par un simple communiqué qu'on a envoyé pour qu'à partir du studio, l'information parvienne aux citoyens et au public. Mais je crois qu'il a essayé d'aller se faire journaliste du jour, voilà, ou du moins aller augmenter l'écho, voilà, de cette communication. Et je parle du président du FASO, hein, par sa présence. Bon, l'autre élément qu'il faut encore critiquer, c'est de regarder pendant si l'image pouvait être repassée. En communication, il faut regarder comment le public perçoit le message pendant que celui qui a l'occasion de s'adresser à lui s'exprime. À partir de là, on peut déjà évaluer. Voilà, comment le message est perçu. Et voilà, est-ce que le message rencontre les attentes des gens? Mais quand on regarde à ce niveau, on se voit que il y a quelque chose qui n'a pas été complet. La psychose était toujours là? La psychose se dissipait, c'est vrai, mais ce sont des journalistes. Et si on leur permettait de poser des questions individuellement, je suis sûr que chacun allait demander qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais il y a eu des questions, des questions ont été posées. Et c'est à la suite de ces questions que le chef de l'État également apporté des éléments de réponse. Oui, mais en fait, qu'est-ce qui a donné plus de peur aux citoyens? Il y avait une histoire de Massila. Voilà, ça n'a pas été... Je crois que le chef de l'État est revenu sur le cas Massila. Avec les avions. Avec des... Voilà, les avions où les populations se disaient qu'il y avait tellement d'avions qui faisaient des allers-retours. Il y a eu des attaques ou il n'y a pas eu des attaques? Le chef de l'État... Et qu'est-ce qui s'est passé après les attaques? Est-ce qu'il n'y a pas ces questions-là qui n'ont pas été totalement déballées? Là, la question se pose. Okay. Peut-être que la communication de crise également pourra au moment opportun revenir sur ces éléments. Parce que la communication, pour que la communication atteigne son objectif, la première qualité, c'est la transparence. Voilà. Et je crois que cette question de transparence a été utilisée parce qu'il y en a, ça dépend des écoles, qui pensent que la transparence, ce n'est pas la vérité aussi. Ce n'est pas la vérité. Voilà. Merci, M. Congo. Donc, transparence, stratégie technique, communicationnelle. Quel est le message que le chef de l'État a voulu envoyer, on va dire, à ses détracteurs, à la communauté internationale et à ces médias également qui ont véritablement produit toutes ces allégations? Est-ce qu'il y a un message? Oui. Bon, nous pouvons lire que suite à l'absence du chef de l'État, il a eu le temps de comprendre et de savoir réellement ce que ses détracteurs pensent de lui. Parce qu'il y en a qui ont profité de la situation. Alors, le message qui a été envoyé, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'au niveau international, que les gens comprennent qu'en réalité, quelqu'un peut transformer le faux en vérité, comme la vérité en faux. Vous savez, la dernière fois sur votre plateau, j'ai dit que nous avons une autre guerre. La guerre de la communication, certes, mais la guerre sur les réseaux. Et la guerre, puisqu'on peut même t'amener, j'ai dit, on peut t'amener à prononcer ce que tu n'as pas voulu dire à travers les images. Est-ce que vous savez ça? Même la communication directe du président du FASO, vous allez voir que c'est lui qui parle, c'est sa voix, mais ce n'est pas ce qu'il dit. Cette guerre-là, comment on doit lutter pour qu'on puisse la maîtriser? Parce qu'en réalité, c'est comme un formatage des esprits. Mais est-ce que la cellule de crise, ou on va dire le gouvernement, ne devrait pas plutôt jouer, on va dire, à 100% sa partition en termes de communication de guerre? Parce que quand le terrain il est vide, comme M. Congo l'a dit, mais les fake news auront forcément pignon sur rue. Voilà, bon. Et ça va encore alimenter la psychose. Oui, bon, ce qui est sûr, il y a une stratégie de communication.
Et vous n'êtes pas sans jurer qu'il y a, je crois, une enveloppe qui a été, effectivement, voilà, plus de 500 millions si je me trompe, qui rentre dans le cadre de la communication. Peut-être que dans la stratégie de communication, ce sont des volets qui ont été abordés. Alors, donc, mais le silence, est-ce que dans le mécanisme, il a été adopté que non, à un moment donné, il faut rester silencieux pour mettre les gens dans une genre de psychose totale et recueillir ce qui les intéresse. Et moi, je me dis que ça peut... le silence du chef de l'État profite plus au chef de l'État que ceux qui s'inquiètent pour lui. Est-ce que vous voyez? Bon, en réalité, la cellule je parlais de la cellule de crise. Dans la communication de crise, le cadre, pour ne pas dire le référentiel, l'outil sur lequel on travaille, c'est la cellule de crise. Est-ce que la cellule de crise existe? Quelle est sa composition? Techniquement, c'est décrit. Qui doit faire partir de cette cellule de crise? Et ce qu'il faut faire pour éviter ces situations de cas d'improvisation, c'est ce qu'on appelle des simulations. Des simulations. C'est-à-dire que la cellule de crise devrait avoir le temps d'imaginer que tous ces cas-là allaient arriver et quand ce cas arriverait, comment riposter, voilà, comment riposter, quelles sont les techniques que l'on peut utiliser pour y faire face. Là, il faut se poser la question, est-ce que voilà. cellule de crise il y a? Bon, mais et par rapport au contexte, parce que ici, il faut qu'on fasse attention, parce que quand les gens parlent, on a l'impression qu'ils confondent ce que c'est une crise et un accident. Effectivement. Quand c'est un accident, quelqu'un qui est allé faire un accident avec sa moto ou sa voiture, on sait qu'il faut faire un constat, voilà, et puis on va aller réparer, et puis c'est fini. Mais la crise, on ne peut pas imaginer la fin. On ne peut pas imaginer les conséquences. C'est pour ça qu'il faut renouveler toujours les techniques pour... Alors, M. Tall, rapidement, on va terminer avec vous. Alors, est-ce qu'il y a un message dans cette communication qui a laissé, on va dire, les populations, on va dire, dans un flou total? Est-ce qu'il y a un message que le chef de l'État voudrait adresser, on va dire, à ses détracteurs, à ses médias qui l'ont fait disparaître à un certain moment et qui ont même dit que le fauteuil présidentiel était vacant? Est-ce qu'il y a un message ici, dans ce que nous avons suivi tout à l'heure? Ben, je pense que oui. Je pense qu'il y a un énorme message d'assurance, d'abord à ses sympathisants. Il y a également un message à ses détracteurs pour dire que oui, parce qu'on a vu quelqu'un de très affirmé, de très, on va dire, physiquement au point, qui démontre qu'il maîtrise son sujet. Donc il y a forcément un message de réplique. Mais en même temps, disait M. Congo, par exemple, concernant la cellule de crise, oui, parce que cette affirmation du chef de l'État, logiquement, devait être précédée par la connaissance de cette cellule de crise-là, parce qu'elle est importante. Parce que, oui, derrière lui, on devait savoir qu'il y a ça qui joue un rôle. Et bien avant aujourd'hui... Donc, c'est dire que, par exemple, même si cette cellule de crise n'allait pas, par exemple, on va dire, déployer sa méthodologie au grand public, mais au moins que les populations, au moins, sachent qu'il y a... Une stratégie derrière, il y a une cellule. Voilà, une cellule derrière, oui. Au moins ça. Et d'ailleurs, même, si c'était su, je vous assure que ce silence gouvernemental que nous avons vécu, nos propos n'allaient pas être indexés le gouvernement, mais indexer plutôt cette cellule-là. Peut-être les populations auraient compris, par exemple, que la cellule on est dans crise une stratégie. Dans sa stratégie. Voilà. Et donc, pour moi, je pense que c'est des petites choses qui vont rentrer dans leur moule, parce que le gouvernant a conscience que, oui, aujourd'hui, sa population, pour un peu, peut s'inquiéter. Et donc, il faut lui omettre cette inquiétude-là quand il existe des mécanismes pour le faire. Merci infiniment. C'est une dynamique, bien évidemment, dans laquelle
est inscrit le Burkina Faso, l'indépendance, la souveraineté, l'autonomie sont des choses difficiles à obtenir. Voilà, ces choses-là s'obtiennent au bout de lutte et c'est sûr que le peuple burkinabé, avec à sa tête le chef de l'État, voilà, pourra arriver à bout de cette lutte-là. Nous passons au deuxième sujet de cette émission. Nous allons cette fois-ci en Côte d'Ivoire, où plusieurs Ivoiriens sont restés sur leur faim. Après le discours sur l'état de la nation prononcé par le chef de l'État Alassane Ouattara le mardi 18 juin dernier, si plusieurs aspects de la vie de la nation ont été évoqués, les Ivoiriens et surtout la classe politique attendaient tous que le président se prononce sur sa candidature pour la présidentielle de 2025. Alors, chers chroniqueurs, la question qu'on est tenté de se poser, est-ce à dire que la suite des événements politiques en Côte d'Ivoire est suspendue par la seule candidature du président Alassane Ouattara? Cette question-là, on se la pose, M. Congo. C'est quand même c'est un questionnement qui mérite voilà, d'être soumis à des chroniqueurs pour qu'ensemble on puisse décrypter et comprendre véritablement. On va aller avec M. Congo. Oui, sur le plan de la communication, je crois que le président Alassane Dramane Ouattara ne nous aide pas. Voilà, parce que on s'attendait quand même à ce que quelque chose soit pipé. Donc, est-ce à dire que M. Congo également fait partie de ces Ivoiriens-là qui également voilà, espéraient entendre voilà, le président Alassane Ouattara dire... C'est le monde entier, pour ne pas dire tous les habitants du monde entier qui s'intéressent à la gouvernance. C'est cela. Voilà, à la gouvernance africaine, pour ne pas dire mondiale, et qui sont intéressés, voilà, par ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà, du côté de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on est à combien de mois des élections? Nous sommes en juin, on va dire déjà on est à 18 mois. Voilà, on est à 18 mois. Voilà. Non, pas 18, moins de 18 mois, on va dire... C'est en 2025? Oui, 15-16 mois par là. Ok, 15-16 mois. Voilà, ok, moi je croyais même qu'on était à 15-16 mois. Voilà, pour des élections présidentielles. Pour des élections présidentielles. Bon, mais on peut toujours attendre. On peut toujours attendre, mais... Et je crois qu'il est temps que le président Alassane Ouattara se prononce. Et il sait pourquoi, jusqu'à présent, il ne s'est pas encore prononcé. Est-ce qu'on est encore là dans une sorte de stratégie encore communicationnelle? De silence? Oui, de silence. Bon, ici, c'est une communication de silence, mais qui n'est pas... qui n'est pas de même nature que ce qui se passe, ce qui s'est passé chez nous. Voilà, parce que ce n'est pas les mêmes enjeux. Ce n'est pas le même contexte également. Voilà, ce n'est pas le même contexte. Donc, on va l'attendre, moi à mon sens, et parce que parler aussi, ne pas parler, c'est parler. C'est parler. Voilà, on reviendra là-dessus. Ne pas parler, c'est parler. Est-ce à dire que le président Alassane Ouattara a parlé de sa candidature, M. Ouedraogo? Bon, jusqu'à présent, les gens... Tout le monde l'attend, hein? Oui, mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit, donc ça peut peut-être dire qu'il a dit quelque chose, qu'il sera peut-être là en 2025. Non, en fait, il est dans son laboratoire en train d'analyser. Vous savez, ce n'est pas aussi simple, hein? On ne prend pas les choses d'un pays à la légère, parce qu'il faut peser. Et je suis convaincu d'une chose, il peut ne pas être tranquille à l'heure actuelle. Mais selon vous, voilà. M. Ouedraogo, on va dire l'empire RHDP aujourd'hui, aurait-il du mal à désigner une personne? Mais malheureusement, c'est ce qu'il faut, pour le moment, c'est ce que nous constatons. Parce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, chacun spécule. En réalité, il y a des gens qui sont à l'ombre, ils n'attendent que le président dise que non, je ne serai pas candidat. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous savez, quand on parle de la démocratie dans les jeux politiques, en fait, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Chacun lutte pour ses propres intérêts en matière de la démocratie. Vous comprenez? Donc, les gens sont tapis, ils attendent. S'il dit non, écoutez, moi je ne serai pas candidat, vous allez voir ce qui va se passer. S'il dit aussi non, je serai candidat, il y aura des problèmes. Donc, peut-être qu'il est en train de jouer dans la prudence. Avant de se déterminer. Avant de se déterminer. Voilà. Mais je me dis que quand vous regardez, il y a
son entourage est en train de l'envoyer à la présidence. Oui, parce qu'il a déjà été désigné comme candidat naturel. Naturel, vous voyez. Voilà. Si vous avez suivi le professeur Ariel Diabaté qui a sorti un livre dédicacé, où on parlait des hommages même du président. Et bien évidemment. Donc, cette communication autour du président, ça démontre quand même que les gens ont toujours de l'espoir auprès du président. Alors, monsieur Tal, l'empire RHDP voudrait plutôt se maintenir autour du président Alassane Ouattara, qui veut se retirer, ou encore, est-ce que véritablement on veut garder le pouvoir? Je vous répondrai par le fait que, effectivement, parce que par le poids de l'âge également, le poids de l'âge et également avec tout ce qu'il y a autour, voilà, est-ce que le président Ouattara n'est pas cette tour qu'on voudrait garder là au pouvoir pour que le RHDP puisse toujours gérer le pays? Non, je pense qu'aujourd'hui, le RHDP même prône, on va dire, la jeunesse. Et Alassane Ouattara, en tant que leader du RHDP, vous convenez avec moi que c'est légitime que tout le parti, en tout cas, s'identifie en son leader. Et je pense qu'eux, ils le démontrent et le leader est conscient. Le leader est tellement conscient de cela qu'avec assez de tarte, je pense qu'il est en train de travailler, mais également, j'en déduis dans son manque de communication sur sa candidature, le fait que, oui, le doyen ne va pas se représenter. Il ne va pas se représenter, il le laisse voir par ce silence-là et par sa manière de faire. Parce que, en même temps qu'il prône la jeunesse ces temps-ci, mais vous avez vu un président en plein dans ses bottes qui a donné la lutte d'un jeune lors de l'interrogation face, donc de la présentation, on va dire, des acquis gouvernementaux face aux législateurs. Tout ça pour démontrer que oui, il est en train d'aller vers passer la main, selon moi. Donc pour cela, je pense que le RHDP également fait bien de se réclamer, en tout cas de ce mentor-là, et de faire de lui le candidat naturel. De sorte à ce que, au moment où il se prononcera sur la question, tout aille comme sur des roulettes. Monsieur Ouedraogo, vous voulez intervenir? Ouais. Non, enfin, moi j'ai comme l'impression que, au contraire, il est en train de jeter des fleurs sur le président par rapport à sa candidature, parce qu'il parle de sa jeunesse, qu'il est devenu... Mais attends, ce sont des atouts. Non, parce que... non, lui-même, il est conscient à l'heure actuelle. Vous convenez avec moi que pour mieux passer la main, il faut avoir de la jeunesse dans l'esprit. Au contraire, c'est pour dire non, je peux toujours tenir. Mais est-ce que jusque-là, on va dire à 15-16 mois de ces élections présidentielles, on aurait quand même eu ces prémices-là, même au sein du RHDP, on n'a pas encore idée de qui peut être un probable successeur du président Alassane Ouattara. Vous pensez, M. Parfanam? Oui, jusque-là. Non. Sur des plateaux, sur des plateaux, des cadres du RHDP l'ont dit. Non, ils ont parlé d'une dizaine de personnes. Mais vous convenez avec moi, voilà. Il y a une dizaine de personnes susceptibles. Mais qui? Il n'y a pas nommément, il n'y a pas eu de personnes désignées. Non, ça sous-tend que le mentor a plusieurs choix. Et son choix pourra s'opérer si n'importe qui parmi ces 10 personnes en parenthèse. Et puis les autres vont suivre. Alors, Monsieur Congo, quand autour du RHDP, on a le FPI, on a le PDCI, le vieux parti qui ont déjà désigné leur candidat pour la présidentielle de 2025, avec d'autres partis également tout autour qui gravitent. Et jusque-là, on a un silence. Mais juste à côté de ce silence-là, on va dire, on a déjà l'affaire Soro-Guillaume également qui pend toujours. Voilà, et on a également l'inéligibilité du candidat du FPI, du PPACI, qui est Laurent Gbagbo. Alors, toutes ces attaches, toutes ces marques, nous laissent profiler un 2025 un peu difficile. D'abord, je voudrais revenir sur le silence sur la candidature du président Alassane Ouattara qui dérange. Et je disais que son silence aussi peut être expressif en matière de communication.
si réellement les élections vont intervenir en 2025, encore dans 18 mois, je crois qu'il n'est pas de raison de s'inquiéter, voilà, pour un parti comme le RHDP. Parce que ce sont les autres partis qui ont des défis. Voilà. Le RHDP, jusqu'à présent, n'est pas inquiété par les questions d'élection présidentielle. Monsieur Congo, vous le pensez? Oui. Encore, pour revenir sur le silence du président Alassane Ouattara, mais regardez, il a tout fait. Pensez-vous qu'il n'y a pas... Avec des ministres régionaux qu'il a installés, avec une Assemblée nationale acquise à sa cause, et avec d'autres... Des élus locaux. Oui, en dehors de ces élus locaux, il y a des responsables même de partis politiques qui ne sont pas RHDP. Je pense au professeur Albert Paqueux, voilà, et qu'il a redéployé comme ministre conseiller à côté de lui. Monsieur aussi Jeannot du PCI. Oui, l'ancien président du Sénat. Voilà, il y a hier avant-hier, HKB. Oui, KKB. KKB qui a été nommé ambassadeur au niveau du Gabon. Bon, pour moi, le RHDP n'a pas de problème. C'est-à-dire que Alassane Ouattara se prépare pour lui-même, pour une troisième candidature. Bon, chose que personnellement, je lui déconseillerais parce que, ça, je prêterai les mots de quelqu'un qui l'a déjà dit, qu'après 2 mandats, dans un système de démocratie, après 2 mandats, non, oui, avant 2 mandats, on gouverne, mais après 2 mandats, on règne. Voilà. Pour qu'il y ait la dynamique même dans la gouvernance. Voilà, et personnellement, si je pouvais être en face de lui, je lui dirais de se retirer parce qu'il a tout préparé pour que le RHDP n'ait pas de problème, en tout cas dans les 10 années à venir. Tout préparé, c'est-à-dire? Tout préparé, ça dit que, quand on dit qu'un parti a tout préparé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un mouvement, un simple mouvement électoral, comme nous avons connu ici au Burkina Faso avec le MPP, qui n'a pas eu le temps d'installer des bases solides, le RHDP, quand bien même que l'installation a été houleuse, il a eu le temps vraiment de s'enraciner pour qu'aujourd'hui, ça soit le premier parti. Hein. Tout préparé dans le sens, par exemple, de recaler des personnes techniquement comme Laurent Gbagbo, qui peut être un poids également dans ces élections-là, et également ne même pas évoquer ou ne même pas traiter le cas Soro-Guillaume et des autres prisonniers politiques. Ça peut être également, voilà, on peut tout mettre ça dans le tout préparé. Dans tout préparé, s'il peut y avoir, si le RHDP peut avoir un concurrent d'en face qui puisse l'inquiéter, bon, le jeu sera d'égal à égal. Sinon, aujourd'hui, il faut que le problème de Guillaume Soro, ce n'est pas en 18 mois qu'un parti, même s'il y a déjà le GPS qui est là, ce n'est pas par exemple un parti structuré. Ah bon, monsieur Congo? Non, 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 c'est un mouvement. C'est un mouvement, ce n'est pas un parti politique qui soit à même de lever un électorat en si peu de temps. Monsieur Congo, comme on le dit, le terrain dirige la manœuvre. Alors, 2025 en Côte d'Ivoire, avec le cas Soro-Guillaume, avec le cas Laurent Gbagbo, voilà, 2025 s'annonce comment en Côte d'Ivoire? Parce que si le candidat du PPACI, qui est également, comme on l'a dit ici sur ce plateau, qui est un animal politique, voilà, c'est l'une des grosses figures de la politique en Côte d'Ivoire, est toujours recalé en 2025. Non. Vous savez, à l'heure actuelle, le président ivoirien a toutes les cartes. Et je vous dis qu'il va se représenter. Et comme, bon, je vais prêter, pour ne pas dire, prendre le terme de Laurent, devant c'est maïs. Je vous le dis, parce qu'en réalité, quand vous regardez les chantiers, vous regardez aussi ce qui est au niveau social, ce qui est en train... Quand il a prononcé son discours, là, le 18, là, il n'a même pas parlé du cas des inondations et autres. Il n'a même pas fait cas de ça parce que lui, sa vision, c'est le développement de la Côte d'Ivoire et il est en train de voir beaucoup de choses. Donc, c'est dire que dans cette logique-là,
voilà, le président Ouattara écarte tout ce qui peut être obstacle. Voilà. À l'heure actuelle, je vous dis qu'à l'heure actuelle, à moins que lui-même il surprenne les gens à la dernière minute. Sinon, il a toutes les cartes positives pour reconduire. Donc, M. Tal, passer, pour gérer. Donc, M. Tal, est-ce à dire que le président Ouattara est dans cette logique? Voilà, je vais juste prêter le mot à M. Congo. Il a tout préparé, voilà, avec véritablement les élus locaux, les conseillers régionaux, les mairies, toutes les bases, et même autour de lui, en termes de partis politiques, tout a été balisé. Voilà, le potentiel candidat, si par exemple Laurent Gbagbo n'a pas été, il a été gracié, il n'a pas été amnistié, voilà, si jusque-là, voilà, il n'y a pas d'amnistie pour lui, c'est dit qu'il ne sera pas candidat. Donc on verra tout simplement le candidat du PDCI, voilà, et peut-être d'autres candidats qui gravitent autour, qui pourront se présenter. Donc c'est dire que tout a été préparé. Bon, dit que tout a été préparé, comme vous le dites, ça laisse sous-entendre que la condamnation de Laurent Gbagbo est une manœuvre du RHDP, alors que non. Voilà, le RHDP est un parti politique comme tout autre, et je pense que M. Congo, en disant tout préparé, il faisait allusion au RHDP et non pas à la gestion de Ouattara par rapport à la nation tout entière. Et donc ici, Ouattara, c'est en tant que candidat du RHDP qu'on est en train d'aborder la question. Alors que les condamnations et Guillaume Soro à l'extérieur, tout ça rentre dans le fonctionnement de la nation. Alors, pour moi, Ouattara, effectivement, comme également le disait M. Ouedraogo, est dans un carnaval où il n'y a rien en face, c'est maïs. Mais je ne le dirai pas comme ceci parce qu'un leader également, c'est celui-là qui passe la main au moment où il peut même transgresser toute chose. Celui-là qui passe la main quand il est coincé, ben, n'est pas un leader. C'est quelqu'un qui, face à une erreur ou bien à un moment où il ne peut pas avancer, passe la main. Alors que Ouattara, effectivement, est dans une atmosphère où ben, il peut très facilement briguer un 4e mandat. Et je pense, et j'ai la certitude que c'est en ce moment précis-là qu'un bon leader passe la main à quelqu'un de plus jeune que lui. Voilà pourquoi moi, jusqu'à présent, j'ai la certitude que, oui, Ouattara passera la main avant le 25. Monsieur Ouedraogo, vous voulez réagir? Non, bon, qui vivra verra. Voilà. Qui vivra verra. Ouais, qui vivra verra, parce que peut-être qu'il a ces sources d'informations, il est tellement sûr de lui, mais j'ai l'impression qu'il ne regarde pas autour de lui. Hein. Ah oui. Alors, M. Congo, un dernier mot sur ce sujet. Bon, pour la question relative à la Côte d'Ivoire, notamment la candidature d'Al-Assad, il faut vraiment que on se dise que Alassane Ouattara va se présenter. Rester dans cette logique-là. Non. Bon, jusqu'à ce qu'il nous surprenne. Pourquoi voulez-vous être surpris? Non, non, mais parce que quand on regarde ce qui se passe présentement, tant que le cas Gbagbo n'est pas réglé, qu'est-ce qu'on peut faire? Gbagbo ne peut pas se présenter. Gbagbo ne peut pas se présenter. Et à l'intérieur même du nouveau parti du président Gbagbo, le PPACI, ça grogne. Et je regarde encore le général, en général l'échiquier national. C'est vrai qu'il y a des velléités du côté de Blé Goudé. Lui aussi, oui, c'est vrai que la campagne, non, le congrès qui a eu lieu à Yamoussoukro, hein, si j'ai bonne mémoire, j'ai été vraiment ému par la mobilisation. Maintenant, c'est quel public qui est là? C'est le public plutôt du PPACI, ou bien c'est le public du RHDP, ou bien c'est le public du PDCI RDA. Oui. Toujours est-il que l'électorat ivoirien est là, en train d'attendre, sauf que le RHDP connaît déjà son électorat. Voilà.
Donc, c'est pour dire qu'on va attendre. On avait pensé qu'en mai, quand le président Laurent Gbagbo s'était déclaré candidat, c'était pour faire avancer le traitement de son dossier. Mais le mutisme auquel on fait face par le président Alassane Ouattara en dit long. En dit long. Voilà. Merci bien, cher chroniqueur, sur ce deuxième sujet. Alors, nous avons tout à l'heure parlé de la Côte d'Ivoire. Alors, comme M. Ouedraogo l'a dit, attendons de voir. Demain nous dira véritablement de quoi il en ressort. Abordons à présent le troisième sujet de cette émission. Voilà, cher chroniqueur, on va dire comme une finale de Champions League. On va dire cette rencontre était attendue par les Sénégalais, surtout par les observateurs du monde entier. Alors, en marge du forum sur la souveraineté et l'innovation vaccinale, le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est entretenu avec son homologue français, voilà, Emmanuel Macron. Voilà, nous avons un visuel, nous allons ensemble voilà, décrypter cette actualité et surtout, Monsieur Congo, cette visite, c'est vrai, dans le caractère officiel, on va dire c'est une visite officielle, mais on l'aurait souhaité voilà, autrement, une visite officielle de travail et d'amitié. Mais ici, c'est en marge d'un forum voilà, que le président sénégalais a été reçu voilà, au cours d'un déjeuner, voilà, au cours duquel, bien sûr, il y a eu des échanges. Déjà, on va d'abord donner nos impressions déjà voilà, pour ce qui est de cet entretien et nous allons ensuite voilà, descendre dans le sujet. Monsieur Tal, alors déjà, pour vos impressions pour ce déjeuner, ce tête-à-tête avec le président français au cours duquel il y a eu beaucoup de sujets. Déjà, je garde bonne impression. Je garde impression légitime. Je garde situation normale. Parce que, oui, qu'on le veuille ou pas, le Sénégal est entre griffes la plus grande base française hein, de notre continent. Et pour cela, quand un chef d'État en tout cas prend le pouvoir tout de suite au Sénégal, ben, avec Diomaye Faye, on a vu que oui, il a commencé sa tournée d'autre part pendant un bon moment et avant d'aller en France pour cette rencontre-là. Mais pour moi, il y a quelque chose qui ne dit pas son nom par rapport à tout ce qu'on a pu voir, mais également on mettra les deux pieds dans le plat quand vos questions de fond vont se poser. Mais sinon, déjà, moi, je pense que c'est déjà une rencontre légitime parce qu'il y a des choses qui lient ces deux nations-là. Alors, M. Ouedraogo, c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une visite officielle dans le sens qu'on aurait souhaité, mais au cours de cet entretien-là, il y a eu des sujets qui ont été évoqués, comme la question du franc CFA, le commerce, également la présence voilà, d'une base française au Sénégal. Alors déjà, quelles peuvent être voilà, on va dire les issues ou bien l'issue probable de ces échanges-là entre les deux présidents? Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que la France sait que les pays africains se sont réveillés. Et puis cette coopération gagnant-gagnante-là est actuellement réclamée par tous les dirigeants africains. Donc si bien que l'Europe poussait au courant de ça. Ça veut dire que bon, cette visite, moi je pense quand même que elle est justifiée, ça c'est un, parce qu'il y a quand même beaucoup de Sénégalais en France. Oui. Et la relation entre le Sénégal et la France, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc même si la tendance est de dire, bon écoutez, bon, il y a des questions importantes sur lesquelles nous allons débattre et que je viens d'abord pour vous informer qu'on aura des corrections sur nos rapports. Bon, c'est tout comme, parce que ce qui a même, lors de sa visite, vous savez que c'est le ministre des Affaires étrangères qui l'a reçu. Bien sûr. Voilà, on s'attendait à ce que ce soit le président. Ça a un peu dérangé un peu les gens. Mais bon, au finish, il y a eu quand même l'entretien. Il y a eu cet entretien. Mais tout le monde sait que la jeunesse sénégalaise sait que désormais, les relations ne seront plus comme avant. À moins que le président trahisse
la volonté, pour ne pas dire de la jeunesse. Parce que pendant les campagnes électorales que nous avons suivies ici d'ailleurs, nous avons senti ce besoin-là de réformer, de corriger, des erreurs entre les relations entre la France et le Sénégal. Mais il a été dit, même le Premier ministre l'a dit, ça ne serait plus comme avant. Le président français le sait. Donc, mais bon, comme c'était une invitation, ils ont profité et changé. Voilà. Mais je reste convaincu quand même que, même si elle sera maintenue, cette relation, elle ne sera pas comme... Elle sera révisée. Elle sera révisée. Voilà. Donc c'est un signal fort quand même qui a été lancé. Alors, M. Congo, alors, cette visite-là qui était attendue, comme je l'ai dit tout à l'heure, les finales de Champions League, tout le monde entier se réunit pour pouvoir suivre ce moment unique. Alors, cette visite-là, cet entretien, on va dire, du président sénégalais était très attendu. Première visite également depuis voilà, on va dire son investiture, voilà, son élection à la tête du Sénégal. Alors, plusieurs sujets. Pendant sa campagne également, il a beaucoup décrié également les relations entre la France et le Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut espérer véritablement en tant qu'Africain de cet entretien? Voilà, qui est bien sûr, voilà, on va dire, en prélude à une autre visite officielle. Ok, merci M. Pafarnam. Vous avez parlé que cette visite ressemblerait à un calcio. Bien sûr. Un calcio ou un champion. Voilà, une finale de Champions League. Voilà, une finale de Champions League, Voilà. c'est vrai. Et Dieu merci pour le président Diomaye Faye. Il a trouvé une bonne excuse pour aller en France au regard de leurs attitudes, de leur comportement et de leur communication pendant la campagne. Voilà. Et effectivement, il était conscient que ce n'est pas de façon simple et de façon libre qu'il pourrait aller en France en visite officielle. Mais voilà que cet événementiel relatif à la vaccination, Oui. voilà, au vaccin au profit du continent africain est arrivé. C'est vraiment une aubaine, une belle excuse pour le président de s'y rendre. Bon, les yeux sont braqués sur cette rencontre, au point même que on peut imaginer, sans être, voilà, sans être un spécialiste des tabloïds, voilà, ce qui a été, de quoi ils se sont parlé. Bien sûr. Si les deux se sont retrouvés, je crois qu'ils vont se parler de l'histoire coloniale entre le Sénégal et la France. Parce que le président français aurait été vraiment conseillé par ces dinosaures pour lui dire ce président, il est jeune, il est ceci ou cela. Peut-être que dans ses attitudes, son comportement présent, il ne comprend pas bien certaines choses. C'est le temps de la pâté. Voilà. De la pâté. Voilà, de la pâté. Non, je vais venir avec cette idée. Ils vont se parler des questions économiques et des partenariats surtout. Vous savez que l'histoire économique du Sénégal a un lien fort avec la France. Avec la France. Voilà. Et que cette occasion, ce rendez-vous était attendu, voilà, pour que vraiment on dévisse les grands sujets qui ont trait à cela. Il y a aussi les questions diplomatiques. Voilà. On ne peut pas ne pas parler. Comment ces sujets-là pourraient être gérés? Vous voyez déjà que dès que le président Macky Sall a rendu le tablier, il a été coopté dans un projet ou bien dans un grand programme, voilà, au niveau de la France qui a un lien avec les Nations Unies. Et que déjà, ça commence à faire du bruit par rapport à son inculpation. Voilà, en tout cas, le peuple sénégalais, il y a certaines voix qui commencent à dire qu'on a besoin de lui. Voilà, donc ces sujets, on ne peut pas ne pas les évoquer. Mais le sujet que vous me prêtez, oui, est-ce que ce sujet-là ne sera pas évoqué si je suis
dans votre logique. Aparté, ça veut dire quoi? Là, est-ce que la relation entre... La France et le Sénégal? Pas la France et le Sénégal. Entre le président Diomaye Faye et Sonko ne serait pas... Cette rupture. Voilà. Est-ce que il faut attendre la fin de cette visite, regarder après ce qui va se passer pour voir s'il n'y a pas eu un sujet dans le sens de séparer les deux. Voilà, pour Monsieur Congo, la gouvernance du Sénégal. On vous revient tout à l'heure pour le développement de ce sujet. Monsieur Tall, tout à l'heure, nous avons parlé du président sénégalais, que nous parlons d'ailleurs. Alors, avec cette visite-là, on va dire ce n'est pas un prétexte. Hein. Voilà, il est en visite, il participe à un forum voilà, sur l'innovation vaccinale, voilà, forum auquel participe également le continent africain. Mais au cours de ce déjeuner-là, nous avons parlé d'appâter le président sénégalais. Aujourd'hui, il est toujours membre du PASTEF. PASTEF avec, bien sûr, on va dire son mentor, Ousmane Sonko. Est-ce que cet entretien, au cours duquel il y a des sujets sensibles comme le franc CFA, comme la coopération, comme M. Congo l'a dit, comme la présence des militaires français au Sénégal, les positions aujourd'hui du président Bassirou Diomaye Faye vis-à-vis de son mentor, est-ce que ces positions ne vont pas poser problème dans les fondements de ce qu'ils ont en tant que, on va dire, en tant que militant de base? Est-ce qu'aujourd'hui, lui, dans sa posture de président, et également, même s'il y a concertation, même s'il y a, on va dire, conciliabule par moment sur des prérogatives, des orientations au niveau national, est-ce que rupture, voilà, il n'y aura pas? Ben, personnellement, je pense que rupture, il n'en aura pas. Parce que quand même, Diomaye Faye et Sonko sont des militants de base, sont des individus qui ont bossé dur, parce que n'oublions pas que Sonko et Diomaye Faye étaient le secrétaire général du PASTEF. Oui. Donc, tout ça sous-tend qu'ils sont ancrés dans leur vision. Mais c'est que je mettrais plutôt en avant le fait que, oui, effectivement, la France va essayer de l'avoir vraiment à sa guise, parce que, oui, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme révolte autour des accords liant nos différents pays continentaux plutôt à la France, ben je pense que si le Sénégal effectivement met les deux pieds dans le plat de la rupture, oui, la France en tout cas va vaciller. Mais là, par exemple, on parle de rupture déjà entre les deux leaders du PASTEF. Est-ce que rupture, parce que les exigences, voilà, en tant que chef d'État, voilà, sont différentes, voilà, des exigences lorsqu'on est dans un parti politique, lorsqu'on est militant. Oui, je suis... Là, aujourd'hui, on est à la tête d'un État. Oui, je suis d'accord. Il y a des orientations, il y a des prérogatives. Voilà. Et si, au sein, voilà, on va dire, dans les négociations entre nous, s'il n'y a pas de point d'ancrage, est-ce que la rupture ne va pas survenir? Ben, vous faites bien d'insister sur votre question, parce qu'elle laisse voir effectivement comment est-ce que nos chefs d'État se laissent prendre par la France. Parce que oui, ce n'est pas parce qu'on est chef d'État que ce qui engage la vie de la nation entière, oui, même si repose sur notre signature, que nous n'ayons pas véritablement à discuter avec notre gouvernement avant la prise de décision. Alors qu'ici, Sonko est également le chef du gouvernement. Non, il y aura échange, il y aura conciliabule. Voilà. Mais si on ne s'accorde pas sur certains points de coopération, voilà, il ne faut pas oublier que c'est des militants, voilà, à la base, dans le PASTEF. Oui, voilà pourquoi j'ai dit, votre question, en tout cas, met à nu un point continental qui est véritablement à revoir par nos chefs d'État. Parce que oui, ce n'est pas parce qu'on est chef d'État que oui, on ne va pas regarder ce qui est bien pour en tout cas discuter avec notre gouvernement, ce qui est bien pour notre nation. Mais une chose est quand même très claire, c'est qu'aujourd'hui, Diomaye Faye est président parce que Sonko
également a bien voulu qu'il soit le candidat du PASTEF. Donc pour cela, je pense que oui, ça m'étonnerait que cette base idéologique-là soit faussée, parce que oui, Diomaye Faye a été aujourd'hui reçu par, on va dire, le président français ou bien les ténors français. Merci. Donc tout à l'heure, M. Ouedraogo, je vais revenir sur la question, la question que j'ai posée à M. Tall tout à l'heure. Est-ce qu'on ne serait pas dans une rhétorique où, on va dire, l'agneau est loin de la bergerie? Bon, ça franchement, par rapport au développement et par rapport à l'action de... Oui, par rapport à cet entretien-là. Tout à fait. Vous savez, on dit souvent que pour connaître un homme, il faut lui donner le pouvoir. Ou attendre de voir son ascension et sa réaction suite à son ascension. Et ce président a été élu sous un programme. Et tel que la jeunesse a compris, c'est dans le changement. Dans le changement, bien à évidemment. tous les niveaux. Et s'il se fait prendre, cela suppose qu'il sera naturellement en désaccord avec son Bien évidemment. Parce que lui, il a une autre vision. Et ça serait dommage. Parce que, vous savez, être président aussi, c'est avoir un mental fort. Bien sûr, bien évidemment. Et savoir résister. Si il est... C'est vrai qu'à la dernière minute, on l'a fait remplacer pour qu'il puisse être président, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il a la capacité de pouvoir résister au niveau international, au niveau international des colons et de ceux-là qu'il rencontre? Parce que nous-mêmes, on avait compris que, surtout qui sont jeunes, je vais parler des binômes, on avait compris que, franchement, on allait avoir un changement de direction au niveau du Sénégal par rapport à la gestion et surtout la nouvelle vision que la jeunesse embrasse. Bon, sa visite au niveau de l'Afrique. Oui, ensuite, aller rencontrer le président français, ça nous laisse souvent des questions. Les gens se posent beaucoup de questions par rapport à l'avenir même du Sénégal si on s'en tient à leur programme de gestion. Les programmes qu'ils ont présentés pour pouvoir avoir l'électorat. Bon. Et je me dis, hein, peut-être qu'il y aura rupture. Peut-être. Oui, peut-être qu'il y aura rupture entre les deux. Voilà, parce que c'est pas exclu. Voilà. Mais ça va aller en défaveur du président actuel parce qu'on va l'attendre aux prochaines élections. Ça, c'est clair. Monsieur Ouedraogo dit peut-être qu'il y aura rupture entre, on va dire, le binôme, bien sûr, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, pour ce qui est des orientations, voilà, à donner à la gestion du pays. Parce qu'à la base, ce sont des militants de base au sein du PASTEF. Les orientations claires, les protestations pendant les campagnes électorales, nous les avons entendues. Mais dans ce contexte-là, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est devenu aujourd'hui exportateur de pétrole, il y a de la matière, il y a des ressources. Et je l'ai dit tout à l'heure, les exigences, quand on est président, diffèrent, voilà, des orientations, des prérogatives et même des aspirations quand on est militant à la base. Oui, il faut s'attendre à quelques risques de fissures au sein du duo Sonko et du président Diomaye Faye. Vous voyez, quand on reste dans un cadre de campus en termes de relations, même dans un cadre national en termes de relations, on ne peut pas évaluer la solidité de ces liens-là par rapport à leur extension au niveau mondial. Le président Faye a fait le tour de la sous-région. Oui. Maintenant, il s'envole hors du continent. Je crois que c'est quand il va faire, il va tester ces éléments-là, ces difficultés-là, et rester toujours solide à son
à son mentor qu'on pourra vraiment lui attribuer, voilà, les bons points, voilà, qu'il faut. Vous voyez déjà qu'au sein même, à l'intérieur du Sénégal, je ne sais pas si vous avez suivi leur actualité, il y a 2 ou 1 semaine, ça commence à se faire entendre. Voilà. Il y a un gros noyau d'intellectuels, ça peut être ceux qui étaient dans l'ancienne gestion, gouvernance de Macky Sall, mais en tout cas on retrouve les éléments un peu de partout qui ont commencé à dire qu'il y a une usurpation du pouvoir présidentiel par la primature. Voilà. Et je crois que j'ai écrit une lettre adressée même au Conseil constitutionnel pour lui demander de se prononcer là-dessus. Ce noyau d'intellectuels. Oui, oui, à titre d'exemple. Et je crois qu'un des arguments qui ont été avancés, c'est le fait même que la politique intérieure, la politique extérieure, qui devrait être du ressort du président Faye, est gérée par le Premier ministre. Alors que la Constitution ne le dit pas. Ne le dit pas. Ouais, ne le dit pas. On a dans une sorte de procuration. De procuration. Et c'est pour ça que je m'allie avec M. Sawarou pour dire que, pourvu que vraiment leurs relations survivent à cette visite. On ne commence pas, ce n'est pas de façon officielle qu'on en parle. Voilà, il y aura un point qui ne sera pas totalement de l'avis de l'autre, et à partir de ce niveau, oui, la fissure se crée. Voilà, et beaucoup d'ennemis maintenant ils vont profiter pour la creuser davantage. Alors, Monsieur Tall, alors, dans cette visite-là également, c'est vrai que nous parlons de la relation interne, voilà, au Sénégal, mais parlons également de cette relation avec, comme on le dit, entre griffes, avec la Grande France. Beaucoup d'observateurs ont parlé d'entretien, de rupture, de continuité avec la France. Quel est votre avis là-dessus? Ce pourquoi je maintiens en disant que aujourd'hui, effectivement, la rupture avec la France est chose tant souhaitée par presque toute la jeunesse continentale, y compris en tout cas la jeunesse sénégalaise. Donc, par crainte, effectivement, les Français vont jouer le tout pour au moins l'avoir avec eux. Mais je me dis que par rapport on va dire, à ce lien-là existant entre ces 2 acteurs-là même, Diomaye Faye et son mentor Sonko, qui sont un lien idéologique assez puissant, je pense. Oui, même si rupture doit avoir entre les deux, je pense que ça ne viendra pas des questions françaises. Ça pourrait peut-être découler d'une situation interne, donc propre au Sénégal. Mais sinon, la relation entre le Sénégal et la France, je pense que, oui, ils sont de commun accord avec tout ce qui se vit aujourd'hui, avec ce nouvel ère qui se présente au continent africain par rapport aux relations avec la France. Ils s'inscrivent forcément dans cette ère-là. Donc pour cela, je pense que la relation française, c'est la France qui est en train de voir comment est-ce qu'elle pourra toujours maintenir cette relation-là, au moins avec le Sénégal. Mais les Sénégalais, avec ces jeunes présidents-là, sinon ce jeune président et son mentor Sonko, c'est tout clair que, oui, aujourd'hui, tous les accords sont à revoir. Moi, en ce 21e siècle-là, il me serait inconcevable même qu'un chef d'État pense qu'il doit rester ami avec la France par rapport aux accords coloniaux plutôt. Donc pour moi, ça, c'est pas inédit. C'est chose qui se laissent voir de tous. Et donc je pense que Diomaye Faye ne pourra pas utiliser sa relation avec la France pour foirer sa relation avec Sonko. Alors M. Ouedraogo, pensez-vous que, de ce que M. Tall vient de dire, pensez-vous que la France aura encore besoin de faire la cour à ce nouveau gouvernement qui est véritablement sur ses bases? Voilà, quand on a suivi un peu les campagnes, on a suivi la hargne avec laquelle Ousmane Sonko et son filleul, voilà, ont protesté, ont dénoncé les accords coloniaux avec la France. Alors, est-ce que la France aura besoin de faire la cour
à cette gestion voilà, qui est entre les mains de jeunes, on va dire? Vous savez que la France est un grand pays de diplomatie. Hein? C'est-à-dire qu'elle est prête à tout pour maintenir cette relation. Et comme on dit, la France n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Donc, je me dis qu'elle va tout faire. Parce que, vous savez que elle a perdu déjà celui qui le soutenait. Et quand il a perdu le pouvoir, c'est ce que M. Congo disait. Il a été rapidement récupéré et puis nommé. Effectivement. Bon, c'est tout comme si, en réalité, elle est là, la France, je vais parler, pour ses intérêts. Pour ses intérêts. C'est-à-dire qu'elle fera la cour. Elle fera la cour forcément. Voilà. Et c'est au président sénégalais actuel de savoir réellement ce qu'il veut, ce qu'il a promis. Et de gérer en fonction de leur plateforme qui a été exposée. Et c'est sous cette bannière, si vous voulez, que le peuple sénégalais s'est exprimé. exprimé. Donc tu ne peux pas trahir. Une fois qu'il va tenter d'aller à gauche, vous allez voir, la réponse sera immédiate. Parce que les gens l'attendent au tournant. Voilà, donc il est obligé d'aller dans la dynamique de ce qu'il a promis, de ce qu'ils ont promis. De ce qu'ils ont promis pendant les campagnes. Voilà, parce que, quoi qu'on dise, hein, il faut regarder les intérêts de la jeunesse, pour ne pas dire de l'Afrique et surtout du Sénégal. Oui, un pays à 71%, plus de 70% de la population est jeune. Et surtout en proie à la migration clandestine, au chômage. M. Tal voulait réagir. Oui, je voulais véritablement réagir, raffermir, en tout cas ce que disait M. Ouedraogo, parce que, oui, aujourd'hui, avec vous avez vu que, je pense la semaine dernière, on parlait des ténors français qui essayaient de reprendre le devant des choses en France. C'est parce qu'effectivement, il y a cette vision accrue africaine qui est véritablement vue par eux. Et pour moi, Diomaye Faye, aujourd'hui, ne commettrait pas cette erreur-là. En tout cas, en termes de trahison des principes, on va dire, de la vision africaine, donc du Sénégal actuellement par rapport aux relations avec, surtout la France, alors que c'est tout le continent européen même que nous regardons, parce qu'aujourd'hui, nous voulons un autre regard sur notre continent. Et cet autre regard-là, c'est le respect. Donc les accords sont forcément à aplanir, de sorte à les repenser. Et alors, ça, c'est le leitmotiv, en tout cas, de tout jeunes présentement sur notre continent, et le Sénégal n'en demeure pas, en tout cas, moins. Alors M. Congo, tout à l'heure, M. Ouedraogo disait que le président Diomaye Faye ne va pas trahir. Voilà, et également la France fera forcément la cour. Voilà, on va dire à cette jeunesse, voilà, qui gère aujourd'hui le Sénégal, mais encore des questions, on va dire, subsistent encore toujours. Alors, pour ce qui est de tout ce qui est partenariat, coopération, alors quelle nouvelle architecture on peut imaginer dans cette nouvelle coopération, quand on sait que derrière, voilà, Ousmane Sonko est véritablement un dur à cuire en termes on va dire, en termes de coopération avec la France? Oui, pour parler de la solidité des liens entre les deux. Tout notre souhait, hein, c'est que le duo là reste toujours tel, soudé. Voilà, c'est pour le bonheur, hein, de toute l'Afrique. Donc ils n'ont qu'à y résister. Et la France ne peut pas partir du Sénégal. Voilà. Vous voyez, même chez nous et au Mali, les ambassadeurs ont été pliés de rejoindre la France. Même avec ça, il y a toujours des velléités, voilà, de coopération. Voilà. Ce n'est pas au niveau du Sénégal où vraiment tout est français. Il y a un véritable ancrage. Voilà, un véritable ancrage. Il y a une histoire. Souvenez-vous, je crois qu'en 1960, hein, il y avait au moins 4 communes sénégalaises qui avaient les habitants avaient le citoyen français, le statut de citoyen français. Il y a Rufisque, il y a Gorée, il y a le Sénégal, et Dakar, c'est Saint-Louis, voilà. Saint-Louis, je crois.
Ce qui fait que quand vous-même vous arrivez à Paris, vous avez l'impression, dans certains quartiers, que vous êtes à Dakar. À Dakar. Voilà. C'est pour dire que les liens historiques sont très solides pour qu'on puisse les rompre, les séparer du jour au lendemain. Alors, à quelle nouvelle architecture, on va dire, de coopération on doit s'attendre? Oui, c'est une ossature de coopération qui sera basée sur le respect mutuel. Voilà. C'est-à-dire que les anciens paradigmes seront toujours là. Maintenant, elle sera obligée d'ailleurs, je parle de la France, de mettre du bémol dans ces anciens principes pour que la coopération soit d'égal à égal. Voilà, à ce rythme-là, je crois qu'ils peuvent avoir l'attention des nouveaux gouvernants, voilà, pour que les choses ne soient pas brusques dans leur traitement. Alors, monsieur Tal voulait réagir? Oui, parce que effectivement, aujourd'hui, et je me dis que la France en est très consciente, parce que tout ce que veulent les différents pays africains aujourd'hui, y compris le Sénégal, c'est le respect. Pourquoi on remet en cause les accords d'avant l'indépendance? C'est parce que nous avons estimé que ça n'a pas pris, en tout cas, tout notre État en compte. Et aujourd'hui, il faille que nous arrivions véritablement à comprendre, en tout cas la France arrive à comprendre que oui, il faut qu'on arrive à discuter d'égal à égal. Parce que également nous pensons et nous sommes en tout cas des nations et elle en est une. Quand la France comprendra cela, je pense que même la rupture avec le Burkina Faso, le Mali, ce sont ces mêmes causes-là. Et aujourd'hui, elle a été tellement tirée par cela entre le Mali, le Burkina et le Niger, que je pense qu'avec le Sénégal, elle a obligation et elle comprendra qu'il faille effectivement lâcher le ficelle, et sinon, oui, de sorte à ce que les choses se fassent avec le respect mutuel. Parce que c'est ce que demandent aujourd'hui ces pays africains et ces dirigeants-là. Alors, M. Ouedraogo, sur la question toujours, à l'issue du tête-à-tête entre le président français et le président sénégalais, il y a eu un communiqué conjoint dans lequel les deux chefs d'État ont dit véritablement travailler pour le bonheur des populations dans une coopération étroite. Alors, la nouvelle architecture, à quoi doit-on s'attendre véritablement? On pense, comme M. Congo l'a dit, il y a une très vieille histoire entre ces deux pays. Voilà, est-ce que la rupture subtile, on va dire dure, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre véritablement? Non, ça invite au changement de paradigme, comme il l'a dit, oui. Forcément. Ça ne serait plus les mêmes, les anciennes coopérations, ou du moins ça serait le partenariat gagnant-gagnant. Quand on le dise, parce qu'il faut repartir sur des rails. Sur des rails. Voilà. Donc, je pense que c'est... Donc, c'est dire que les cartes seront redistribuées entre la France et le Sénégal et également une nouvelle architecture sera redéfinie pour le bonheur, bien sûr, des deux. Voilà, des deux parties. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais bien avant de mettre un point final à cette émission, nous faisons le tour de table pour les recommandations de nos chroniqueurs. Monsieur Congo. Alors, le premier sujet, sur l'incident du 12 juin dernier. Oui, nous allons dire merci et félicitations à Monsieur le Président du Faso, qui a repris les choses en main par la grâce de Dieu. Maintenant, il faut restaurer le potentiel de crédit auprès des citoyens. Et comme on est en communication de crise, nous disons toujours que c'est comme l'organisation d'un événementiel. Après l'événement, commence l'événement. Voilà, c'est-à-dire que le véritable défi, voilà, c'est maintenant ça. Et le deuxième sujet? Non, je n'ai pas encore fini. Donnez-moi encore quelques secondes. Allez-y. Voilà, mais que d'éviter pour la prochaine fois la stratégie du silence. Voilà, parce que les dévanciers
en ont payé les frais. Vous vous rappelez du président chilien, Omar Bongo, et même, je crois que Paul Biya, pendant le Covid-19 tout de suite, au Nigeria, les deux présidents, Yaradua, Buhari, il y a eu cette, effectivement. Voilà, il y a eu cette situation dans ce pays, mais ils ont eu du mal vraiment à faire un retour normal dans le débat politique. Donc, pour la prochaine fois, je crois que la cellule de crise doit bien regarder les différentes méthodes avant d'opter celle-là. Merci. Pour la Côte d'Ivoire, avouons que le président Alassane Ouattara, sur son bilan de gestion, paraît imbattable. Lui-même, il y a 2 ans, il a dit sur les ondes de RFI que son bilan est inattaquable. Donc, sur ce bilan, bon, on ne peut pas le désavouer. Maintenant que nos responsables, nos dirigeants, à quelque niveau que ce soit, apprennent aussi à communiquer avec leur public. C'est ça, en communication responsable, on appelle les parties prenantes. Voilà. Donc, si c'est eux qui sont vos faiseurs de roi, pourquoi les maintenir prisonniers? On est encore ici dans une question de communication par le silence. Voilà. Donc, je demande aux Ivoiriens, si c'était possible, c'est à eux de réclamer la position du président Alassane Ouattara et dès maintenant. Dès maintenant. Voilà. Merci. Bon, pour le Sénégal, comme j'ai déjà mordu le temps, je dirais que la France restera toujours là. Voilà, parce que l'histoire qui lie les deux pays est très profonde. Et je demanderai au président Faye de résister. De résister pour le salut, surtout pour le salut de leur amitié, cette amitié qui l'a portée au niveau de la présidence du Sénégal. En dehors même de cela, que le président Faye sache qu'il représente vraiment un grand espoir, voilà, pour le continent africain. Merci. Voilà. Merci infiniment à vous, M. Congo. M. Ouedraogo, recommandations? Oui. Bon, l'incident, on ne le souhaite même plus. Heureusement qu'il n'y a pas eu de mort. Et je voudrais féliciter le président du Faso pour sa sortie parce que ça nous a vraiment soulagés, honnêtement. Comme je l'ai dit, eux, ils sont des militaires, ils ont une capacité de maîtrise de soi en matière d'événements. Nous sommes du public. Et quand tu portes espoir sur une personne, ou du moins sur un leader, et en temps, tu n'entends pas bouger, ou du moins tu ne le sens pas, à un moment donné, je dirais tu paniques. Donc je voudrais franchement dire, le féliciter pour ça. Et féliciter l'ensemble des forces de défense et de sécurité des FDS, pour ne pas dire des VDP, pour la lutte à l'heure actuelle qu'ils sont en train de mener. Parce que qu'ils comprennent que nous sommes derrière eux. Parce que j'ai dit, on n'a qu'un seul choix. Lutter, lutter. On n'a pas d'autre choix. Merci. Voilà. Maintenant, pour la Côte d'Ivoire, on va souhaiter franchement la stabilité en Côte d'Ivoire. C'est un pays frère, nous sommes des frères. Bon, donc, on n'a pas de souhait, genre, pour demander le pire. Non, nous souhaitons que la stabilité règne en Côte d'Ivoire pour le bonheur du continent, pour le bonheur de l'Afrique de l'Ouest. Alors, par rapport au président, ou le jeune président, pour ne pas dire sénégalais, il faut qu'il aille dans le sens du peuple. Parce que c'est vrai, quand on devient, on dit souvent que quand tu deviens président, c'est comme si c'est la drogue. Tu ne reconnais plus ce qui s'est passé, tu veux toujours te maintenir ou du moins rester. Moi, je pense qu'il va falloir qu'il regarde la volonté du peuple au lieu de vouloir regarder ses propres besoins. Alors, merci infiniment. Merci infiniment, M. Tal. Plaisir. En tout cas, plaisir de savoir que le chef de l'État se porte bien. Plaisir de savoir qu'enfin, il nous a sorti on va dire, de ce bourbier parce que moi, mentalement, j'étais très inquiet. Je lui dirais, sinon je dirais au président du Faso, en tout cas qu'il laisse voir vraiment cette cellule de crise-là, de sorte à ce que elle puisse avant, comme disait M. Ouedraogo, on ne souhaite pas, mais tester
vraiment la sensibilité du peuple par rapport à la méthode de communication en temps de crise. Merci. Deuxième sujet. Le deuxième sujet, il faut dire que pour la Côte d'Ivoire, ben, comme je l'ai dit, hein, moi je vois dans le silence d'Alassane Ouattara, en tout cas le fait de ne pas se représenter, parce que oui, pour moi s'il devait se représenter, il n'a pas besoin d'être silencieux sur sa candidature. Alors, secondo, au Sénégal. Le troisième sujet. Le troisième sujet, ben, M. Pafamnam, c'est vrai, je suis en train de sortir, mais ça ne m'étonnerait pas de voir peut-être Diomaye Faye, on va dire, dans une tournée panafricaine par rapport à la révision des différents accords avec la France. Ça ne m'étonnerait pas. Parce que oui, si effectivement il doit être utilisé comme un appât, pour moi c'est dans ce sens-là. Et puis ben, lui demander également de toujours veiller, on va dire, aux bonnes relations entre lui et son mentor, parce que c'est ensemble qu'ils font fort. Merci. Merci. Merci infiniment, Monsieur Nelson Congo, analyste communication responsable. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Monsieur Ouedraogo Sibiri, analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, Monsieur Tal Issouf également. Merci, analyste Société Culture. Merci d'avoir pris part à ce 7 Afrique. Merci. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de la chaîne africaine de télévision, et vous également qui êtes fidèles à cette émission de décryptage de l'actualité. Merci infiniment à vous et surtout, merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Bonjour.